Retour en direct sur le plateau TV de Pollutech pour la traditionnelle remise des certificats LNE pour 9 entreprises cette année, en 2016. Je vous rappelle que la certification LNE-SSP a été mise en place en 2011 et qu'aujourd'hui, 53 entreprises sont certifiées pour les 3 domaines de compétences: diagnostic de pollution, ingénierie et réalisation des travaux de réhabilitation. Alors, les professionnels et les donneurs d'ordre sont réunis autour de moi pour expliciter un petit peu les garanties qu'offre effectivement dans une étape de chantier la certification LNE-SSP. Je vais vous les présenter rapidement. J'ai juste à ma gauche Cédric Villette, qui est chargé de mission au bureau du sol et sous-sol de la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. À ses côtés, David Deluca, qui est président de l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sols. À ma droite, Caroline Dionisi, qui est ingénieure hydrogéologue EDF, chez EDF, Direction Ingénierie et Projets Nouveaux Nucléaires. Et puis, un habitué, Pascal Prudon, chef du pôle certification plurisectorielle, Direction Certification et Formation au LNE. Alors, je vais commencer par vous, si vous voulez bien, Monsieur Villette. Que dit la loi Allure du 24 mars 2014 en la matière, dans ce domaine ? Alors, bonjour. Concernant les sites et sols pollués, l'article 173... Parlez bien près de votre micro. Pardon. L'article 173 de la loi Allure a introduit plusieurs dispositifs qui visent essentiellement à améliorer l'information du public sur les sites et sols pollués et également à reconquérir les friches urbaines pour préserver les espaces naturels et agricoles. Alors là, c'est le dispositif tiers demandeur ? Alors par exemple, oui, il y a le dispositif tiers demandeur donc, qui lui vise spécifiquement la reconquête des friches urbaines, notamment pour préserver les espaces naturels et agricoles. Donc le dispositif tiers demandeur prévoit que un tiers, lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour l'environnement, puisse se substituer aux obligations de réhabilitation d'un exploitant. Donc l'idée générale derrière, c'est que, par exemple, un tiers demandeur puisse prendre à sa charge la réhabilitation en une fois plutôt qu'en 2 temps. D'accord. Une première réhabilitation effectuée par l'exploitant et une seconde réhabilitation pour un nouvel usage par un aménageur. Et est-ce qu'on a donc un retour d'expérience déjà du ministère ? Alors, on a plutôt un bon retour d'expérience. Donc, le dispositif tiers demandeur, ça fait maintenant à peu près 1 an qu'il est effectif et en place. Nous avons actuellement 5 arrêtés préfectoraux de substitution qui ont été pris et une vingtaine de dossiers qui sont en cours d'instruction par les DREAL. Ce qu'il faut noter également, c'est que le dispositif tiers demandeur, on a eu des remontées de professionnels qui nous expliquaient que les garanties financières associées à ce dispositif pouvaient constituer un frein. Et donc le ministère, à travers la loi biodiversité de cet été, de août 2016, a modifié cette typologie de garantie financière pour passer de garantie financière à première demande à un cautionnement solidaire. Alors, pour je dirais, résumer, ce dispositif donne plus de possibilités aux aménageurs et de garanties aux exploitants, hein, c'est ça. Par ailleurs, le ministère a été extrêmement réactif, vous le disiez, aux attentes des professionnels. La loi a également introduit un second dispositif appelé secours d'information sur les sols. Alors, c'est les secteurs d'information sur les sols. Donc les secteurs d'information sur les sols, c'est les terrains sur lesquels l'État a connaissance d'une pollution. Donc là, on vise clairement à améliorer l'information puisque les secteurs d'information sur les sols sont diffusés de façon générale sur Internet, sur le site Géorisque, donc géorisque.gouv.fr. Dans un second temps, il y a également, on vise à améliorer la santé, la sécurité et l'environnement en encadrant les constructions sur ces terrains qui seraient répertoriés en secteur d'information sur les sols. Notamment, à partir de maintenant, les permis de construction sur les terrains répertoriés en secteur d'information sur les sols devront faire l'objet d'une attestation qui garantit que les conclusions d'une étude des sols, une étude des sols sur la pollution, ont été prises en compte dans le projet d'aménagement. Donc cet aspect, cette attestation doit être délivrée par un bureau d'études certifié spécialisé dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme qui est établie par arrêté. Et actuellement, cette norme est en cours de consultation, puisque le projet de norme est en cours de consultation sur Internet, par exemple. Et cette norme fixe la norme NFX 31620, partie 2, comme norme de référence.
et plus précisément, elle vise la prestation atteste de cette norme. Donc effectivement, il y a une consultation publique qui est en cours, 845 propositions de contribution à ce jour, et donc on peut attendre le document final pour la fin de l'année, non ? Fin d'année peut-être pas, mais début d'année sûrement. Alors cette norme qui évolue, pour être plus explicite, cette norme qui évolue en permanence, cette réglementation qui évolue, c'est bien sûr la volonté des pouvoirs publics. Quels résultats on en attend, je dirais, à moyen terme ? Alors, par rapport à ces deux dispositifs, tiers demandeurs et secteur d'information sur les sols, le premier dispositif vise clairement de reconquérir les friches urbaines polluées. Donc c'est vraiment l'objet principal qui était un objet et un objectif de la loi ALUR, qui était de préserver les espaces agricoles et les espaces naturels. Donc le dispositif tiers demandeur se base essentiellement là-dessus pour cet objectif. Le secteur d'information sur les sols a un objectif qui est beaucoup plus lié à l'information, donc la transparence du ministère sur les pollutions dont elle a connaissance et l'état de pollution dont elle a connaissance, donc via Internet, via les documents d'urbanisme. Et dans un second temps, c'est par l'encadrement des projets de construction sur les terrains pollués, via justement la normalisation et la certification des bureaux d'études. C'est garantir un certain niveau de sécurité, santé et environnement. Merci. David De Luca, vous êtes président de l'UPDS, l'Union des professionnels de la dépollution des sites. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots comment s'obtient la certification LNESSP ? Bonjour. Ben oui, à titre personnel, chez nous, on a mis près de 2 ans. Donc, il faut que la société se sente prête pour s'engager dans cette démarche. Ensuite, elle dépose un dossier qui est analysé par le LNE. Et puis, si cette candidature est recevable, il y a un audit qui se déroule dans la société, les devis, les rapports, même sur le chantier, il y a eu des analyses qui sont faites. Et puis ensuite, ce rapport d'audit est analysé par le comité de la marque, qui est une instance qui regroupe tous les partenaires de la certification. Et à l'issue de cet audit, effectivement, la certification est donnée ou pas pour une durée de 3 ans. Je vais parler d'argent parce que c'est quelque chose qui est souvent évoqué. Pour une petite structure, ça revient à peu près à 3 000 € par an. Et évidemment, c'est un avantage non pas concurrentiel, c'est même un atout vis-à-vis effectivement de vos maîtres d'ouvrage quand vous arrivez avec cette certification. Alors, tout à fait. Alors, rapidement, pour dire quand même ce que ça apporte précisément. Ça apporte le fait qu'effectivement, on respecte véritablement la norme. Parce qu'il y a des appels d'offres, par exemple, qui sont donnés. Il faut respecter la norme 31620, mais dire qu'on la respecte, c'est facile. Le vérifier. Vous êtes certifié études et ingénierie de dépollution. Oui, depuis 2014. Oui, on s'est penché sur la norme en 2011. On a été audité en 2013. On a été certifié en 2014. Donc, c'est important, effectivement, parce que le maître d'ouvrage, quand il nous consulte, il sait qu'on applique la réglementation, la méthodologie, il sait qu'on a un personnel compétent, il sait qu'on a du matériel qui est adapté, qui est vérifié, qui est même étalonné. Il sait également qu'on respecte les règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers. Et puis, surtout, enfin, pas surtout, mais quand même, il sait qu'on est assuré. Donc, l'analogie que je donne toujours, c'est que quand un maître d'ouvrage nous consulte, parce qu'il y a un débat qui est souvent remis en avant, c'est le problème de la qualité. Cette norme, elle n'est pas faite pour savoir si on fait un travail de qualité. Qu'est-ce que la qualité ? C'est quelque chose... En revanche, c'est pour savoir si on a les moyens de le faire. Quand vous allez voir votre médecin, vous ne savez pas si c'est un bon médecin. Parfois, vous en changez parce qu'il n'est pas bon. Mais en revanche, vous savez qu'il a les diplômes. Et ça, c'est déjà pas mal. Alors, on va prendre l'exemple effectivement d'un chantier qui se passe mal, malgré une certification. Alors, vous parliez d'assurance, de responsabilité civile professionnelle, enfin, d'assurance en général. Quel recours peut avoir un donneur d'ordre si ça se passe mal, malgré l'intervention d'une entreprise certifiée ? Alors justement, une entreprise certifiée a intérêt que ça se passe pas mal, justement. C'est aussi la pression qu'on se met nous-mêmes, finalement. Parce que, d'une part, on risque de ne plus être certifié, et ensuite, il y a un recours qui est possible auprès du comité de la marque. C'est-à-dire que si un maître d'ouvrage, si un ministère estime qu'on a fait du mauvais travail, il peut faire remonter l'information, et ensuite, effectivement, il y a le comité de la marque qui peut, je ne dis pas nous juger, mais en tout cas qui peut analyser le dossier, oui. Alors justement, nous avons à nos côtés un donneur d'ordre, EDF, avec Caroline Dionisi, qui est ingénieure hydrogéologue à la direction ingénierie et projets nouveaux nucléaires. Donc là, on touche un domaine qui est très très sensible. Et j'aimerais un petit peu que vous m'expliquiez les gains, les avantages pour vous de faire appel à des sociétés certifiées LNE.
Alors effectivement, EDF fait le choix de passer par des entreprises certifiées LNE. Nous, on a constaté que ça nous aidait réellement dans la passation des marchés, hein, comme le disait David. Pour nous, c'est important d'avoir un certain nombre de garanties. Et ces garanties, finalement, c'est des choses qui sont facilitées pour nous. Un certain nombre de choses qui sont dans la norme et dans le référentiel, qui sont déjà vérifiées par des auditeurs externes. Nous, quand on passe nos appels d'offres, finalement, ces points-là, on ne les vérifie plus. On sait qu'ils sont déjà apportés. Et puis, c'est vrai que la norme et la certification nous ont donné un langage commun pour discuter avec nos prestataires. Ça facilite quand on achète quelque chose qui est codifié. On sait tout de suite des deux côtés de quoi on parle. Et donc, on sait quel sera le résultat qui nous sera fourni. Et donc en fait c'est aussi la méthodologie, le langage, la méthodologie, puis après l'organisation quand le chantier démarre. Tout à fait. Donc pendant la prestation, ça nous apporte, on va dire, on minimise les aléas sur des opérations dont on sait que dès lors qu'on intervient sur le terrain, on a des aléas. Les garanties qui sont apportées par la certification, finalement, permettent de les limiter. On a un certain nombre d'éléments de traçabilité. Y compris sur le matériel, par exemple. Complètement. La présence du matériel. On est sûr que le prestataire va avoir des checklists avant de partir sur le terrain et donc qui va se présenter sur le chantier avec ses équipements de protection individuelle. Nous, ça nous apporte de meilleurs résultats en matière d'hygiène et de sécurité. Et sur nos sites, c'est évidemment essentiel. Alors, Pascal Prudon, 53 entreprises ont déjà été certifiées depuis 2011, c'est ça? Tout à fait. 9 vont l'être aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un bilan un petit peu de cette certification 2016? Alors, au niveau de la certification, effectivement, on a 9 entreprises qui ont été certifiées en 2016, 4 pour le domaine AB, donc c'est-à-dire études et ingénierie, 4 pour le domaine A, études, et 1 pour les domaines B et C, ingénierie et travaux. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, depuis 2011, la progression de la certification, donc son importance sur le marché croît d'environ une dizaine d'entreprises chaque année. Donc on est toujours en phase de développement. Ce développement se fait, comme l'a dit David Deluca, grâce aux efforts des entreprises pour respecter les exigences de la norme et du référentiel, et donc au travers des audits que l'on peut réaliser aussi bien dans les établissements que sur les chantiers. Alors je vous propose de procéder à la remise des certificats 2016, donc pour 9 entreprises. Vous allez vous déplacer, prendre votre micro. Je veux signaler que l'entreprise Cerea a été certifiée en 2016. Malheureusement, leurs représentants ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Monsieur Villade, peut-être venir vers moi un petit peu. Voilà. Et donc la première entreprise que j'appelle, c'est l'entreprise AECOM France, représentée par Monsieur Tudor Pricop-Bas, directeur technique, Monsieur Joël Ferrus, directeur de l'agence de Lyon, Bruno Herens, directeur environnement Europe, et Philippe Pouget, directeur France. Donc c'est une entreprise qui a été certifiée pour les domaines A et B. Merci. Pour la société Rambol Environ France, j'appelle Monsieur Olivier Corrège, responsable France, métier, sites et sols pollués. La traditionnelle photo, bien sûr. Pour la société SCE, Monsieur Valence, directeur de l'activité environnement, et Madame Hamon, responsable du domaine cité sols pollués, déchets. Il faut le noter, ces certifications, ces certificats, permettent, au-delà de ce qu'on a dit, effectivement, d'avoir des perspectives de développement, business, c'est important. Il faut parler de chiffres. Alors, on a d'ailleurs parlé du coût, mais qu'est-ce que ça rapporte? Voilà, donc effectivement, ça permet de faire beaucoup de choses. Alors, oui, allez-y, mais venez vous mettre peut-être à mes côtés pour répondre. Je voudrais tempérer un petit peu, ça rapporte pas grand-chose, en fait. On fait pas ça pour l'argent, en fait. Non, mais ce que je veux, ça vous permet de travailler avec des ça nous permet de travailler en confiance, effectivement, voilà. Mais pas tellement d'espérer un développement de chiffre d'affaires. Alors, Monsieur Prudon, on va passer aux entreprises du domaine A, avec la société EMTS Environnement, Monsieur Rémi Coulot, responsable SSP.
Toujours pour le domaine A, Ginger ce BTP, Monsieur Philippe Rabu, directeur général adjoint. La société Néodyme, représentée par Madame Maude Godet, ingénieure environnement. Et la quatrième entreprise du domaine A, Omnium Général d'Ingénierie, représentée par Monsieur Julien Delahoche. Enfin, la dernière entreprise pour les domaines B et C, la société Valgo, représentée par messieurs Franck Boucher, directeur général, et Sylvain Mans. Voilà, alors dans le même esprit, on va reprendre tous place autour de cette table pour la conclusion. Voilà, laisser à notre caméraman la possibilité de revenir se positionner à son point de départ. Donc voilà, les certificats 2016 ont été remis, donc on passe de 53 à 62. Je voulais me tourner vers vous, Monsieur Prudon, pour voir comment ces remises de certificats peuvent évoluer dans l'avenir. Qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez des choses dans les cartons, comme on dit? De toute façon, le référentiel et la norme sont en cours d'évolution. Donc il y a des nouvelles prestations, il y a des nouvelles exigences. Donc on pourra avoir de nouveaux domaines? Nouveaux domaines, peut-être pas, mais en tout cas, l'intérêt de la certification, c'est qu'on met à l'épreuve la norme. Les normalisateurs rédigent des textes qu'ils pensent très bien, mais on est dans une salle de réunion et les audits réalisés par le LNE mettent ces exigences sur le feu, je dirais, sur le grill, et nous sommes amenés, au travers du référentiel, de préciser, d'ajuster ces exigences. Sachant qu'il y a des textes qui sont en cours de révision au niveau du ministère, c'est clair que la certification devra évoluer aussi par rapport à ces textes. Monsieur De Luca, un dernier mot sur ce que ça rapporte. Vous parliez tout à l'heure de ce que ça coûte. Qu'est-ce que ça rapporte d'être certifié ? Alors, ça rapporte, je pense, encore une fois, il ne faut pas raisonner en termes de chiffre d'affaires. Il faut raisonner en termes de confiance par rapport au maître d'ouvrage. Et puis aussi, un reproche qui fait parfois la certification, c'est qu'on dit que ça aide les grosses sociétés. Je tiens à dire ici que c'est exactement l'opposé. Puisqu'en fait, les petites sociétés qui répondent, à partir de deux personnes peuvent effectivement prétendre à la certification, ça leur donne la possibilité d'être aussi valables qu'une très grosse structure, en fait. Donc c'est effectivement la possibilité d'être reconnu, de reconnaître la qualité de son travail, en fait. Eh bien voilà, nous avons procédé à cette remise de prix 2016. On se retrouvera peut-être l'an prochain ou dans 2 ans, puisqu'il y a plusieurs années que vous venez nous rendre visite sur le plateau TV de Polytech. Quant à nous, rendez-vous dans quelques minutes, ici même, pour une nouvelle émission. Merci.